Donc bonjour, Élodie Cavreau, je suis psychologue du travail à la cellule insertion maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés du centre de gestion. Cette cellule est composée de 2 personnes. Donc j'ai une collègue qui est agent administratif et qui va s'occuper de tous les dossiers de financement. C'est vraiment la base arrière qui m'est indispensable puisque moi je vais toujours être sur le terrain. Donc elle va gérer les rendez-vous, elle va répondre au planning, elle va répondre aux mails, pardon, elle va organiser le planning. Voilà, aujourd'hui je ne pourrais pas fonctionner sans elle. Puisque moi je vais être en déplacement 99,99% de mon temps. Donc il y a vraiment besoin d'une organisation. Le centre de gestion a conventionné avec le FIPHFP en 2009 et moi j'ai pris mes fonctions en 2010. Il n'y avait rien de construit. Lors de mon embauche, en fait, on m'a donné tout simplement la convention. Donc, c'est pas la première convention puisque c'est la 3e convention que nous avons signée et qui se termine à la fin de l'année. Nous sommes en préparation donc de la V4. Vous voyez qu'il y a 5 axes. Donc pour tous ceux pour les centres de gestion, c'est quelque chose de archi connu, mais je voulais présenter pour ceux qui n'ont pas signé qui n'ont pas ce type de convention, puisque ce sont des collectivités depuis plus de 350 agents. Puisque nous, les centres de gestion, nous allons venir en aide et accompagnement des collectivités de moins de 350 agents. Il faut savoir que, alors nous ne sommes pas le seul département comme ça, mais 80% de nos établissements vont avoir moins de 10 agents. Pour vous donner un petit peu la mesure, lorsque l'on parle de reclassement, quelles sont les possibilités sur un établissement qui compte 2 agents, dont une secrétaire de mairie, le reclassement du cantonnier va être un peu compliqué. Nous n'avons pas signé un axe qui est optionnel, qui est la formation des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, une chose que j'aime à rappeler aux élus, c'est que nous n'intervenons que pour des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, je ne rappelle pas ce que c'est qu'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Ce n'est pas un critère imposé par le FIPHFP, mais en fait, on est vraiment victime de notre succès et même à 2, on n'y arrive pas. Le centre de gestion s'occupe à peu près de un peu moins de 6000 agents. On ne peut pas répondre à toutes les demandes puisque les années fastes, on est monté à 250 demandes. Et sachant que ces 250 demandes, ce sont des demandes qui émanent de la médecine préventive. Donc au fur et à mesure des années, on a été obligé de mettre des critères entre guillemets, des critères de sélection. Et la principale, c'est d'être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. J'ai essayé de vous faire une présentation générale, c'est-à-dire que quelle que soit la demande, que ce soit de l'aménagement de poste, du reclassement, de la politique handicap, la première chose, c'est qu'on passera par une analyse de la situation. J'ai tendance à vous dire que si on fait appel à mon service, c'est qu'il y a un problème. Il y a une problématique. Donc il faut arriver à déterminer quelle est cette problématique puisque vous êtes aussi confronté à ça, c'est que ce n'est pas forcément la première demande qui est la vraie demande. Les DGS, les DRH, souvent vont me dire « Ah, mais vous êtes intervenu il y a quelques années pour un agent, ne peut-on pas faire la même chose ?» Donc là, non, il n'y a pas de solution plaquée, il n'y a pas de mode d'emploi à suivre. Il y a vraiment une analyse à faire de chaque situation de travail. Et c'est suite à cette analyse, en fait, qu'on va établir un plan d'action. Ce plan d'action, il est co-construit. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'expert, le sachant, qui va arriver avec la solution miracle. Non, moi, quand j'arrive dans un établissement, je n'ai pas la solution. Je vais la co-construire avec la collectivité. Donc, selon la taille de la collectivité, ce sera avec le maire, les élus, le DGS, le DRH, le chef d'équipe, la secrétaire de mairie, etc. Il faut également que participe l'agent concerné.
la médecine de prévention et, selon la taille de l'établissement, s'il y a un collectif de travail. C'est pour ça que mon titre était possibilité d'accompagnement. Parce que s'il n'y a pas la participation de tous ces acteurs, je n'interviens pas. Ce n'est pas possible. On a essayé à plusieurs reprises. On n'aboutit pas. Pour moi, on a perdu notre temps. Donc, c'est pour ça que les interventions de mon service ne sont pas automatiques. À partir de là, je vais faire des préconisations, donc, qui seront le résultat de l'analyse de la situation, avec une prise en compte aussi bien de l'environnement, de l'interaction individu-groupe et de l'analyse de l'activité réelle de travail. Attention, donc le fil conducteur, parce que même si évidemment je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, il faut quand même un petit peu structurer son parcours. Donc ça, c'est ce que moi je fais, hein. C'est pas la bonne façon et l'unique façon de faire, puisque comme je disais tout à l'heure, ça dépend où vous travaillez, ça dépend comment vous êtes structuré. L'avantage du centre de gestion de la Charente, c'est qu'on a un service de médecine préventive. C'est de plus en plus rare, mais nous avons des médecins. Donc je pars de l'analyse du médecin, que le médecin aura fait après avoir vu l'agent et la collectivité. C'est-à-dire que suite à son analyse, il estime qu'il y a nécessité d'intervenir dans une situation handicapante. Donc qu'est-ce que j'entends par situation handicapante ? En fait, je ne vais pas mettre... Quand je dis situation handicapante, ce n'est pas un agent porteur de handicap. C'est la situation qui est handicapante pour cet agent-là. Donc, c'est quoi cette situation handicapante ? On tourne autour de ce thème-là. Donc, le médecin, suite à son analyse, estime qu'il est nécessaire que j'intervienne. Donc, il me fait sa demande via la fiche de visite. Hein. Votre agent, il fait sa visite médicale et il revient avec sa fiche de visite. Donc, le médecin le stipule sur cette fiche-là. À mon niveau, je vais rencontrer l'agent lors d'un entretien individuel et surtout confidentiel. Je ne retransmettrai à la collectivité uniquement ce que l'agent m'autorisera à retranscrire. Puis, j'organise une réunion de cadrage avec la collectivité. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit c'est une toute petite collectivité, il y a juste le maire, soit on est sur une collectivité de plus grande taille et du coup, il y aura le DGS, le DRH, le chef d'équipe, le chef de service, etc. Suite à toutes ces informations-là, je vais élaborer un plan d'action. Donc ce plan d'action découle directement de ce qui m'aura été dit, hein, clairement. Et là, on va déterminer ensemble, c'est pour ça que c'est co-construit, est-ce que c'est moi qui vais intervenir sur, par exemple, l'aménagement de poste, ou bien est-ce que je vais faire appel à une EPAST, une étude préalable à l'aménagement et l'adaptation des situations de travail, ou bien est-ce que je vais faire appel à un prestataire, une prestation ponctuelle spécifique parce que j'ai besoin d'un éclairage particulier sur un point particulier, ou bien on peut aussi faire appel à un ergonome privé. Enfin bon, la liste des aides extérieures est longue. Ensuite, on va déterminer des axes de travail et également la marge de manœuvre. Parce que cette marge de manœuvre, ça va être, par exemple, l'agent en est à quel niveau d'acceptation de son handicap ? Quelle est l'acceptation du collectif de travail de cet agent qui est porteur d'un handicap ? La contrainte budgétaire, c'est pas pareil si je suis une collectivité de 500 habitants ou si je suis une collectivité de 300 agents. Les budgets et les contraintes ne seront pas les mêmes et on doit en tenir compte. Voilà. Donc il y a vraiment à déterminer cette marge de manœuvre. Excusez-moi. Quand vous dites donc un entretien avec la personne concernée, ensuite donc comme un petit comité de pilotage avec la hiérarchie, c'est ça. Là, à ce moment-là, la personne n'est pas présente. Non.
Non. Alors, pourquoi la personne n'est pas présente lors de cette réunion de cadrage? Parce que autant lors de l'entretien individuel, l'agent a pu parler librement et je pense que tout le monde a connu des discours très très libres. Autant la collectivité aussi a besoin de s'exprimer librement parce que justement, des fois, le nœud, ce qui fait que ça n'avance pas, ce n'est pas le handicap de la personne, mais c'est cette autre chose. Voilà. Et donc, il faut un moment où le nœud du problème puisse être exprimé. Voilà. Et le plan d'action découle de cette réunion de cadrage, donc voilà. avec eux, enfin avec la hiérarchie, vous direz? Oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite, quand vous déterminez ensemble du coup les diverses orientations, vous revenez auprès de la personne concernée pour aussi l'associer pour expliquer ce vers quoi. Lors de l'entretien, en fait, on a déjà déterminé un plan d'action et l'acceptabilité des actions. On va avoir des agents qui clairement disent je vais prendre un exemple simple, un appareillage auditif. L'agent dit « je suis prêt à me faire appareiller dans un deuxième temps, mais je ne veux pas que mon poste soit aménagé parce que je ne veux pas que mes collègues soient au courant. » Voilà. Donc là, on sait que l'aménagement va se faire en deux temps. On appareille la personne, elle l'accepte, elle constate qu'elle est exactement la même que la veille. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va revenir, parce que les visites médicales sont régulières, on reviendra vers la personne et avec son autorisation, on engagera l'aménagement du poste. Et c'est à ce moment-là que je retournerai vers l'employeur. Mais l'employeur doit avoir une vision de comment ça va se passer, parce qu'il peut se dire, mais attendez, moi concrètement, mon agent ne peut pas répondre au téléphone. Elle est agent d'accueil, elle ne peut pas répondre au téléphone. Vous l'avez appareillé, c'est bien, mais il y a toujours des quiproquos au téléphone. Oui, mais j'explique à l'employeur que lui aussi, il doit prendre le temps de l'agent et de l'acceptation du handicap. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de situation plaquée, parce qu'on avance au rythme de l'agent et au rythme de la collectivité. Il ne faut pas, en tout cas moi j'estime qu'il ne faut pas forcer l'un ou l'autre, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une position de repli de l'un et de l'autre, et on a besoin des deux pour arriver à l'aménagement. Lors de l'analyse de la situation, j'essaie de faire une analyse à plusieurs niveaux. Donc au niveau de l'individu, au niveau acceptation du handicap, au niveau donc la représentation qu'il peut avoir du travail. C'est vraiment, il n'y a rien de fermé. Certains vont parler de leur famille. Alors voilà, on peut s'éloigner vraiment de la sphère professionnelle, mais en fait, on revient toujours à cette sphère-là. C'est quelle image j'ai en étant travailleur handicapé, quelle image j'ai pour mes enfants. Voilà. Et ça participe de l'identité de l'agent au travail. Selon la taille de la collectivité, donc il y a une analyse au niveau du service ou de l'équipe, puisque la dynamique de groupe va être un levier peut-être un levier de l'aménagement. L'organisation du travail, même quand on n'a que 2 agents, des fois on peut se dire mais qui fait quoi ? La secrétaire qui parfois va emmener le matériel pour la maintenance, on ne sait pas toujours où s'arrêtent les fonctions des uns et des autres. Et évidemment, au niveau de l'environnement du travail, la taille de la collectivité, l'activité, si on est sur un syndicat, sur une mono-activité, on ne va pas faire les mêmes propositions que si on est sur une mairie, 80 agents et où le maçon va peut-être pouvoir glisser vers d'autres fonctions. Donc au niveau temporalité, cette démarche que je viens de vous décrire, elle peut être préalable à la reprise, mais que jusqu'au plan d'action, puisque l'intervention elle-même, elle doit se faire quand l'agent a repris son poste. Par contre, la seule exception, c'est quand soit le médecin de prévention, soit le comité médical dit que le poste doit être aménagé pour que l'agent reprenne. Donc là, évidemment, il va falloir tout faire en amont, sachant que du coup,
vous aurez tout de suite noté qu'on est un peu en contradiction avec ce que va nous préconiser le FIPHFP. Ben là, on essaie de nager. Le point positif, c'est que la collectivité concernée, elle est conseillée, accompagnée, soutenue dans sa démarche, en plus de bénéficier une aide financière du FIP. Donc, je dis que c'est un point positif parce que quand on est sur des petits établissements, ben souvent, ils n'ont pas de service RH. Donc, on leur amène des techniques de management qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne maîtrisaient pas ou qu'ils n'avaient pas pris le temps de connaître. Le point négatif, c'est que je me dis souvent que si la collectivité en est là, c'est qu'elle n'a pas entamé de démarche de prévention. Voilà. Ça, c'est dit. Au cours de l'intervention donc de mon service, la collectivité est amenée à avoir une réflexion sur la prévention des risques pour éviter que cela contamine, entre guillemets, les collègues. Parce que souvent, ce que je constate, c'est que les collectivités où on n'est pas intervenu, elles ont fait un aménagement organisationnel. C'est-à-dire, l'agent ne peut plus porter, c'est pas grave, c'est la collègue qui va porter. Sauf que du coup, 3-4 ans après, toc, 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 c'est la collègue qui vient taper à la porte. Voilà. Donc là, il faut faire... on essaie de faire attention. Est-ce que je sais bien que... Je suis trop longue. Vous avez indiqué qu'il fallait qu'on pose des questions après, mais du coup, j'ai pas trop compris la question de concomitance, de temporalité. Ça veut dire qu'en gros, vous devez pouvoir justifier d'une intervention, enfin, si j'ai bien compris, justifier d'une intervention de maintien dans l'emploi, et donc du coup, a priori, ce qui est prévention, ce qui est avant le retour dans l'emploi, normalement, n'est pas tout à fait fait, mais vous donnez quand même la possibilité de pouvoir commencer la démarche. C'est parce que vous, alors, la phrase, la temporalité... de préalable à la reprise, par contre, donc il y a une opposition, l'intervention serait concomitante. Oui. C'est-à-dire que la partie préparatoire peut être faite avant la reprise. Hein, l'agent est en arrêt. Le FIPHFP nous demande d'avoir des agents en position active, pas en arrêt de travail. Donc, on ne peut pas trop anticiper. Et du coup, la capacité à prendre contact avec l'agent quand il est en arrêt, c'est possible pour vous ou pas ? Oui, tout à fait, avec l'autorisation de l'employeur, puisque c'est l'employeur qui va couvrir le risque d'accident du travail. Donc, il faut que l'employeur soit d'accord. Il faut en fait aussi que l'agent concerné soit dans une dynamique de reprise. C'est ça. Ce que vous indiquez, c'est-à-dire que si l'agent, lui, il est en arrêt de travail et que pour l'instant, il ne veut pas revenir travailler, je ne vois pas l'intérêt de commencer à aménager un poste pour quelqu'un qui ne va pas venir. Tout à fait. Parfois, on contacte des agents qui disent clairement, si vous continuez à m'appeler, je porte plainte. Ça arrive. Hein. Et d'autres qui vont appeler directement le service de médecine en disant, mais vous vous rendez compte, je reprends dans 6 mois et il n'y a rien qui est fait. Vous voyez, on a de tout. C'est pour ça que je dis bien, on ne peut plaquer aucune situation. On ne peut pas dire, mais travaillons en anticipation, on aura de bien meilleurs résultats. Non, parce qu'il y a des agents qui ne veulent pas et c'est leur liberté. Donc du coup, l'anticipation, elle ne peut aller que jusqu'au plan d'action. Après, on n'interviendra que si l'agent a repris. Si l'agent n'a pas repris, si le comité médical ou le médecin de prévention nous dit donc qu'il faut aménager avant la reprise, c'est-à-dire que l'aménagement est la condition sine qua non de la reprise, dans ce cas-là, on recontacte l'agent et on lui demande de faire la visite de poste durant son arrêt. On ne peut pas faire autrement, puisqu'on va être vraiment sur une analyse de l'activité réelle et pas prescrite. Voilà. Et après, par contre, toute la partie administrative avec le FIPHFP se fera après la reprise. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire, par contre, c'est si on a une situation donc curative, hein, il y a une problématique, et surtout si c'est des TMS, on va se dire, il faut aller voir les collègues. Comment vont les collègues ? Et là, on va essayer de mettre en place des actions préventives pour les collègues. Voilà. Donc, rappel de la convention. En fait, ça serait bien que vous disiez quelles sont les grandes étapes, parce que moi, qualifier les acteurs. Alors, c'est justement,
Je vais vous le dire. Donc, informer, sensibiliser les acteurs. Quand j'ai commencé en 2010, hyper positive, 300 invitations, 8 personnes. Je vois que ça fait écho. Parce que clairement, en 2010, le handicap, mais franchement, ça intéressait personne. En 2017, on l'intéresse un petit peu plus, mais Donc, du coup, j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule et j'ai mené des actions de sensibilisation directement au niveau des établissements qui avaient des aménagements en cours. Voilà, ça faisait partie un petit peu de l'accompagnement au changement. Et puis, sans ça, c'était des actions plus thématiques, notamment sur le handicap psychique. En 2017, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec Grâce à Voix, la Mutuelle nationale territoriale, avec le syndicat national des directeurs généraux de services. Et on a fait des actions thématiques sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les nouveaux modes de management dans un environnement mouvant et sur l'inaptitude. Voilà. Et là, on a eu une centaine de personnes, un peu moins, allez, je veux dire entre 50 et 100 personnes à chaque fois. Notamment sur les risques psychosociaux. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus de demandes de la médecine préventive pour accompagner des agents à la reprise suite à des conséquences de ces risques psychosociaux et des gens qui, comme je vous l'ai dit en tout début, sont reconnus travailleurs handicapés. Hein, c'est-à-dire que ça a été reconnu comme un handicap. Voilà. Ensuite, nous avons la création d'outils de communication. Et là, je tiens vraiment à remercier le FIPHFP parce que ce n'était pas culturel au niveau de mon centre de gestion, tout ce qui était outils de communication. Vous avez pu remarquer qu'on a développé une charte graphique, voilà. Je pense que les documents ont intéressé puisque la table est quasiment vide. Et comme je vous disais au tout début, 2010, 8 personnes par sensibilisation, c'était pas terrible. Et bien en fait, ces outils de communication, on les édite tous les ans. Et ça, par contre, ça marche très très fort. C'est-à-dire que ne serait-ce que le sticker pour nettoyer l'écran de téléphone, moi comme j'aime à dire aux gens à qui je le donne, vous voyez, vous m'aurez sur le dos tout le temps, puisque ça se colle derrière le téléphone et ça permet de nettoyer l'écran. Voilà. Il monte toujours sous les yeux. Toutes les secrétaires de mairie ont le calendrier sous les yeux. Donc, dès qu'elles ont un souci, même parfois, y a même pas l'agent n'est même pas bénéficiaire de l'obligation d'emploi, mais elles ont le réflexe de m'appeler. Est-ce qu'il pourrait l'être? Quelle démarche elle doit suivre? Est-ce qu'elle a une action particulière à faire? Voilà. Les coordonnées sont faciles à trouver, elles n'ont pas besoin d'aller sur un site internet, elles n'ont pas besoin de chercher dans un bottin, même si ça n'existe plus. Voilà, elles ont tout de suite mes coordonnées sous les yeux et elles appellent facilement. C'est franchement, je trouve que c'est un outil de sensibilisation qui est bien plus efficace que les grandes réunions. Excusez-moi, à quoi ça ressemble ce type de sticker? Il n'y a que les premiers qui l'ont eu. Ah, d'accord. Ceux qui ont le sticker, qui ont pu les récupérer, peuvent montrer à quoi ça ressemble. Alors, favoriser le recrutement des travailleurs handicapés, excusez-moi, il faut que j'accélère. Favoriser le recrutement des travailleurs handicapés. Alors en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que avant de rentrer au centre de gestion, j'étais psychologue du travail et j'étais en charge des diagnostics approfondis et de l'accueil au Cap Emploi. Donc du coup, autant vous dire que le contact avec le Cap Emploi et le partenariat, il est d'autant plus facile, il est d'autant plus
Donc, ce qui fait que je vais participer à certaines actions, mais bon, je ne vais pas me vanter, mais le Cap Emploi de la Charente doit faire partie des Cap Emploi les plus efficaces de France. Donc, ils n'ont franchement pas besoin de moi pour remplir leurs objectifs. Donc, du coup, on organise ensemble que des actions à forte plus-value. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur les contrats d'apprentissage, mais ça, je le développerai par la suite. Favoriser le maintien dans l'emploi, donc comme on est un centre de gestion qui avons moins de 10 000 agents, on a un objectif imposé de 200 aménagements, mais à l'heure, donc aujourd'hui, je suis déjà à 218 dossiers ouverts, j'ai 50 personnes sur liste d'attente. En moyenne, parce que j'ai augmenté les critères pour rentrer dans le service, aujourd'hui, on va être sur une convention, on va être autour des 300-350 dossiers. Hein. Mais comme je vous disais, les années fastes, 250 demandes sur une année, voilà, on ne peut pas l'absorber, c'est impossible. Favoriser le maintien dans l'emploi, donc c'est ce que je vous disais. La particularité, mais je pense que tous les ergonomes autour de la table le font, c'est que je cherche des solutions qui sont originales, ce qui fait que je travaille avec des ingénieurs pour développer des outils spécifiques et adaptés à l'agent et à sa situation. Comme M. Audon l'a dit tout à l'heure, les budgets du FIP sont de plus en plus contraints, ce qui fait que tous ces outils techniques sont très bien. L'avantage, c'est que j'aurais tendance à vous dire que sur un aménagement de poste, il nous faisait gagner du temps. Mais je développe de plus en plus, alors pas qu'on ne savait pas faire avant, mais que comme ce sont des solutions qui sont très chronophages, moi je les avais mis un petit peu de côté, ce sont toutes les solutions organisationnelles. Quand vous parlez d'outils adaptés avec recherche par des ingénieurs, le budget doit être assez colossal. Pas du tout, ça dépend. Ça dépend de l'outil en fait. Par exemple, j'ai demandé à un ingénieur de me fabriquer une poignée. Alors donc j'ai une personne qui fait la plonge, hein, mécanique, et qui ne peut plus lever les bras. Sauf que vous avez, la poignée, elle est ici. Donc comment je fais pour attraper la poignée sans lever les bras ? En fait, on a fabriqué une continuité de poignée, et donc en fait, elle l'attrape comme ça ou comme ça. Il est indépendant ? Oui. Oui. Et ce type de recherche et d'élaboration d'outils, par curiosité, je vous facture ça Alors pour la première, 500 €, et les suivantes baisseront, puisque sur le premier article, il y a le développement de l'outil. 500 € conception et fabrication Oui. de matériel comprise. Oui. Et installation. Oui. Ça. D'accord, je pensais que c'était un peu plus. Alors, non. Pas plus cher d'avoir un truc spécial pour une personne. Non. Vous donnerez le nom de votre ingénieur. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Donc les recherches de solutions organisationnelles, donc je vais essayer d'être très très rapide. Là, j'essaie de mettre en valeur les équipes et les collectifs de travail. On a tous été confrontés à la situation d'agents techniques qui doivent manutentionner des chaises pour pouvoir nettoyer les sols. D'accord ? Donc moi, quand j'ai posé la question au FIPHFP en 2010, le DTH de l'époque m'a répondu, parce que j'avais demandé un cofinancement sur des chaises pour perdre 1 kilo par chaise, hein, sacré régime quand même. Donc il m'a dit, mais trouvez-moi plutôt une machine qui va automatiser la levée des chaises sur les tables. Donc j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé, même à fabriquer sur mesure. Donc du coup là, ce que j'ai mis en place dernièrement, c'est travailler avec une équipe et de voir avec elle par rapport aux caractéristiques des agents, par rapport à leur pathologie, par rapport à l'installation des meubles, par rapport à leurs contraintes et l'objectif, à savoir nettoyer les sols, quelle méthode elles pouvaient mettre en place. Et on a discuté, on a fait un groupe de travail. Ça a créé une dynamique de groupe, ça a créé de la cohésion d'équipe autour d'une situation handicapante, parce que chacun a dit « mais moi aussi j'ai mal, mais moi aussi les tables elles sont trop hautes ». Voilà. Et ce qui a été vraiment très très bien, c'est que pour la première fois, le DGS de cet établissement a dit
parce que en fait, les élus avaient imposé un process pour monter les chaises sur les tables. Voilà. Donc il a dit, les élus, c'est pas vous qui travaillez, ce sont les professionnels qui doivent déterminer la technique qui leur est propre et qui est adaptée. Et c'est cette technique-là qui a été ensuite imposée du coup aux élus. Vous voyez, la tendance a été inversée. Alors en fait, on a de la chance, c'est un réfectoire où il y a pas mal de place et le personnel en fait a décidé de mettre les assiettes les chaises par pile de 4 en quinconce de chaque bout des tables. Voilà. Ce qui fait qu'elles gardaient une circulation entre les tables possible pour passer leur serpillière. Mais qui doit être une autre méthode dans un autre réfectoire. Ce qui est le plus intéressant en fait, c'est la réflexion et le travail d'équipe qui a été mis en place. Création d'un parcours d'évaluation et d'accompagnement. Alors ça, j'en suis très fière parce que donc vous avez compris qu'on est un département rural avec peu de moyens. Et donc, on était confronté à un problème qui est l'évaluation des capacités cognitives. Puisque cette évaluation des capacités cognitives, elle n'est pas que pour les traumatisés crâniens, elle va aussi être pour quelqu'un qui a une sclérose en plaques. On sait qu'on a des conséquences cognitives. Comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer et comment on fait pour trouver des compensations ? Le premier cas qu'on a traité, c'est un monsieur qui avait une lombalgie. Alors, on peut se dire quand même qu'entre la lombalgie et le trouble cognitif, on est très loin. Sauf que ce monsieur avait des troubles de la mémoire et c'est ce trouble-là qui a empêché la reprise. Ce n'est pas du tout ces douleurs de dos. Donc, il a fallu... c'est une association qui s'appelle Art de Vie qui a fait cette évaluation. Aujourd'hui, cet agent a repris un poste. Les troubles de la mémoire ont bien diminué. C'est un monsieur qui avait des tremblements. On ne comprenait pas. C'est-à-dire que ces symptômes ressemblaient plus à Parkinson qu'à une lombalgie. Donc voilà, les troubles cognitifs on peut avoir aussi des conséquences cognitives suite à une maladie psychique. Voilà. Donc le trouble cognitif, c'était vraiment une barrière. On avait vraiment des difficultés sur ce point-là. Et ensuite sur le reclassement professionnel, donc on travaille sur le classement professionnel. Donc moi je fais la différence entre le reclassement statutaire, article 81 à 86 de la loi de 84 sur le statut des fonctionnaires de la territoriale, et le reclassement professionnel, c'est d'ailleurs ce qui se rapproche de la reconversion professionnelle. Pour le reclassement statutaire, maçon, plombier, électricien, jardinier, tout ça c'est la même chose, adjoint technique. Sauf qu'en termes de métier, c'est-à-dire de reconversion professionnelle, on est d'accord que ce n'est pas du tout la même chose, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes connaissances. Donc, accompagner les employeurs dans l'élaboration du diagnostic d'accessibilité. Là, la particularité du centre de gestion, c'est qu'on a un peu mutualisé, c'est-à-dire qu'on a fait profiter les autres établissements de l'enveloppe, puisqu'à l'époque, c'était 30 000 € de formation. Et donc, du coup, on a formé 8 agents et qui sont disséminés sur le territoire et qui sont un petit peu des experts en accessibilité. Donc, moi-même, évidemment, je me suis formée. Voilà. Accompagner les employeurs dans le recrutement d'apprentis. Donc c'est là que je vous disais, on a une vraie plus-value d'action avec le Cap Emploi, puisque on a organisé des informations, sensibilisation auprès des demandeurs d'emploi. Action aussi que j'ai menée avec le Pôle emploi. Et on a signé un certain nombre de contrats. Cette année, on en a signé 7. Sauf que, alors je ne sais pas pour ceux qui travaillent sur l'apprentissage, mais moi, ma difficulté, c'est que je n'ai pas suffisamment de candidats par rapport au poste à pourvoir. Donc du coup, je me retourne aussi vers les prestataires des PPS, le dispositif SARA, la mission locale, les centres de bilan de compétences, etc. Nous ne fermons aucune porte, puisqu'on a aussi beaucoup de candidats qui malheureusement au niveau de leur projet ne correspondent pas aux besoins des collectivités. Ça c'est vous qui gérez en tant que responsable de toute cette partie-là. Oui, mais avec le Cap Emploi.
Ben oui, mais c'est ça la grosse différence, c'est que c'est avec le Cap emploi. C'est-à-dire que moi, comme je vous disais, je suis originaire du Cap emploi, donc j'ai une grande confiance dans les conseillers qui sont là-bas, et quand ils m'orientent une personne, je sais que c'est un candidat qui est valable et que je peux mettre directement en stage dans la collectivité. Quand c'est un CFA, elle ne connaît pas le candidat, elle me l'oriente, parfois ils viennent même pas au stage, ils viennent pas au rendez-vous. Vous faites la démarche d'aller en fait chercher l'apprenti dans cette situation, dans cette reconnaissance de handicap, et qui l'a amené, le Cap emploi qui vous le propose. Du coup, vous parlez de mettre en place cet apprenti dans une structure. Nous, on travaille au sein d'une DRH, et pour tout ce qui est reclassement, pour avoir suivi aussi le séminaire à Limoges, on a notre service formation en fait, de reclassement. Et la casquette en fait, sur votre référentiel reclassement ou reclassement, nous on ne l'a pas au niveau du maintien dans l'emploi, elle est déléguée à un service formation. Ce qui fait que cette partie-là qui va être importante pour le recrutement des apprentis, qui va être mis en exergue par le FIP prochainement, nous on n'en a pas, on a l'impression de ne pas en maîtriser finalement les rouages, ni les tenants, ni peut-être les aboutissants, parce que derrière, oui, il y aura une reconnaissance RQTH pour nous, mais on n'en aura que les bouts. On n'en est pas maître finalement dans l'organisation. Et là, vous avez le choix, vous tenez, vous allez à la recherche d'eux. On se rend bien compte qu'on n'a pas le nombre de candidats non plus, mais c'est pas nous qui allons aller vers le Cap emploi ou vers des viviers en fait nous permettant de les recruter. Alors, c'est notre service plus formation qui là ne le fait pas en fait. C'est là où vous pouvez manager l'action, c'est-à-dire que c'est pas à vous de le faire peut-être directement, mais en tout cas c'est à vous de donner l'information et de nouer le contact avec le Cap emploi et de peut-être organiser des réunions. Oui, tout à fait. Parce que au Cap emploi, vous n'aurez que des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. C'est ce que je voulais dire, l'apprentissage. Cap emploi, c'est pas vraiment le bon partenaire. J'ai bien tout fini. Nous, en ce moment, moi, je suis responsable d'un ça sera pas de l'apprentissage en fait. Ça sera du travailleur handicapé. Il y a les CFA, les écoles, les universités. Moi, en ce moment, là, on est en train justement de mettre en place ce projet pour recruter un apprenti. Et on va tous être amenés finalement à avoir cette démarche-là si on veut rentrer aussi. Le Cap emploi, c'est pas le bon dans les obligations de. Oui, c'était un peu tout à l'heure l'idée du référentiel, c'est de dire à un moment donné, il y a des liens nécessaires. C'est-à-dire c'est pas ou ça, tiens, on pourrait faire ça. C'est qu'il y a assez cloisonné encore. Il y a une cohérence à ce que ça ne soit pas et à ce que ça soit en lien. Moi, je fais parce qu'il y a un référent local, je gère ces aspects-là. Après, moi, je ne trouverais pas, à mon niveau, je ne trouverais pas embêtant que ce soit le service carrière qui gère ça. Hein. Même, j'en serais très contente. Voilà. Donc après, pour faciliter la démarche du recrutement des apprentis pour les collectivités, je leur ai donné clé en main une démarche de recrutement, puisqu'on va partir de la sélection des candidats avec le Cap emploi, le Pôle emploi et tous les partenaires. Une fois que alors dans l'idéal, c'est bien d'en avoir plusieurs, puisque ensuite ils vont faire une PMSMP, donc une immersion 70 heures dans la collectivité, et pour qu'il y ait une action proactive des futurs collègues, c'est les collègues qui vont désigner celui qu'ils voudraient comme apprenti. Donc, du coup, on n'entend plus le vendredi, on m'a dit que lundi, j'aurai un apprenti. Voilà. Puisqu'en fait, les collègues ont participé au recrutement. Et il y a autodésignation du futur maître d'apprentissage parmi l'équipe. Et du coup, le dernier avis, évidemment, c'est celui des ressources humaines, mais tout ça, ça a été co-construit. Hein. Vous aurez noté, j'aime la co-construction, parce que ça permet l'implication de tout le monde à son niveau.
Donc après, évidemment, le stage 70 heures, ensuite signature du contrat. Je vous passe tous les accompagnements possibles et imaginables qu'il y a du maître d'apprentissage, de l'apprenti, hein, et vous lisez les fiches du FIPHFP. Bien évidemment, au niveau de mon service, et là tout à l'heure je parlais de ma collègue, elle fait l'accompagnement des dossiers de financement, et sur le contrat d'apprentissage, il y en a beaucoup. Et une chose dont je suis très fière, c'est que quand je suis arrivée en 2010 et que j'ai fait un petit peu le tour des collectivités, j'ai noté que là où il y avait des besoins, c'était sur les postes de secrétaire de mairie, dans les cuisines centrales et sur l'entretien des locaux. Donc en 2010, on n'avait aucune formation là-dessus, en apprentissage. Donc du coup, je me suis rapprochée de la CIFOP. Alors il y avait la formation CAP cuisine, hein, mais pour nous c'était trop élevé. On a beaucoup de cuisine satellite et parfois c'était trop élevé comme niveau. Donc du coup, on a ouvert un CAP agent polyvalent de restauration. Voilà, il y a 12 candidats cette année. J'étais aussi en pourparlers avec la CIFOP, donc qui est ce CFA, pour intégrer le BTS assistant de gestion avec une option secrétaire de mairie, puisqu'on a perdu, nous, la licence pro, qui, merci beaucoup, est partie à Bordeaux. Sauf que là, du coup, c'est l'inspecteur d'académie qui a mis le holà et qui a dit que non, c'était pas possible que les agents de la fonction, des apprentis des apprentis du public aillent sur ce BTS assistant de gestion qui est réservé au secteur privé. Donc du coup, on n'a plus de solution. Et je suis en pourparlers avec une MFR pour ouvrir un CAP hygiène des locaux, qui ouvrirait en 2019 si c'est possible. Voilà. Alors après, pour moi, le référent ou le correspondant handicap, c'est un homme orchestre. Alors si je fais le tour de la table, en fait, c'est une femme orchestre. Qui est à la croisée de la gestion de ressources humaines coûts humains, de l'insertion professionnelle, de la gestion de conflits, de l'accompagnement au changement, de la médiation, de l'ingénierie de formation, et la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Ce correspondant handicap, pour moi, il a une position qui est délicate parce qu'il est entre son employeur et le financeur. C'est une convention avec le film. Oui, quand il y a... Alors, même quand il n'y a pas de convention, puisqu'il doit répondre aux exigences du catalogue. Il a l'obligation de respecter son lien de subordination, donc vis-à-vis de son employeur, tout en gardant une certaine indépendance pour répondre aux exigences de son financeur, sans perdre de vue qu'il accompagne un agent. Hein, parce que parfois, votre employeur, il peut vous dire il vaut mieux aller dans cette direction que dans cette direction, sauf que votre financeur, il vous dit autre chose et que le bien de l'agent, c'est encore autre chose. Donc, comment on fait pour ménager le chou et la chèvre ? Donc, il est important que pour moi, il est important que ce correspondant handicap ait cette capacité de garder une certaine indépendance. Et quelle est sa capacité à un moment de dire je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'impose. Voilà. Et vous, quelle est votre vision, vos missions? C'est très bien parce que vous nous avez préparé la problématique de l'après-midi, des ateliers. Donc merci beaucoup Elodie, désolée de vous avoir pressé, mais c'est vrai que c'était très riche, très complet. Il y a certaines personnes que j'ai un peu censurées, donc si vous avez quelques questions rapidement, en 5 minutes, on les balaye, mais après on fera une pause rapide aussi, on aura le temps pendant la pause déjeuner de discuter, donc allez-y. Il y avait une autre question, je crois, aussi en fin de... Ce qui m'interroge, c'est par rapport à votre organisation, parce que j'entends quand même le volume d'aménagement de poste, si je peux le savoir comme ça, donc quand même qui est vraiment conséquent. On pourrait peut-être laisser entendre que, enfin moi, ce que je pourrais penser de votre activité, que c'était quand même une déture de votre temps, mais finalement, on regarde tout ce que vous faites, de toutes les activités, la création de partenariats, et puis de ces temps d'échange avec peut-être différents employeurs, enfin, je souhaiterais savoir votre organisation un peu journaliste, que vous arrivez un petit peu à vous imposer. Enfin, c'est très logistique, je le comprends, mais à la fois c'est important d'avoir une visibilité sur... Parce que les études de poste d'aménagement, des fois il faut revenir 2-3 fois, surtout si vous faites des collectifs de travail. Il faut pouvoir libérer le personnel, il faut pouvoir qu'il y ait une adhésion. Alors, clairement, je ne suis pas aux 35 heures. Non, ça, Voilà, c'est une partie de la réponse.
La plus grosse partie de la réponse, c'est les partenariats. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais des recrutements pour les apprentis, je ne reçois pas les apprentis. Cap Emploi. Cap Emploi fait 90% du travail. Les apprentis, tout ce qui est la sensibilisation des collectivités sur l'apprentissage, je la fais en même temps que je fais les visites de poste. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un millefeuille. Voilà. C'est quand on y va pour l'aménagement de poste d'un agent, je fais la prévention pour les collègues. C'est-à-dire que quand je fais de l'essai de matériel, je demande à ce que tous les collègues soient là. Et je fais essayer tous les collègues. Et c'est comme ça qu'on accompagne au changement. Hein. C'est pas difficile avec le FIC puisque c'est pour une personne. Oui, mais ça mange pas de pain de faire essayer le matériel à tout le monde. Ah, ça, je suis d'accord. Mais, voilà. Mais après, il ne sera. Après l'employeur. Alors, après, justement, parce que certains aménagements ne sont pas pharaoniques au niveau du coût. Et lors du renouvellement du matériel, en fait, j'essaie d'inciter les agents à demander du matériel ergonomique lorsqu'ils font leur demande de renouvellement. Parce que le surcoût, il va être quoi, de 20%? Juste une question, là, quand vous parlez du choix du matériel dans le renouvellement et tout. Moi, je pose juste une question. Quand je vois les problématiques, quand on demande du matériel, avec les marchés, services des marchés, et tout. Donc, je vous pose la question, comment vous arrivez à avoir du matériel ergonomiquement intéressant sans être bloqué par le service des marchés? Alors, ce n'est pas moi qui m'occupe des marchés. Donc, parce que en fait, non, mais en fait, je vais réadresser cette question-là, c'est-à-dire que moi, je dis voilà le matériel, je le fais essayer. Après, parce qu'en fait, chaque collectivité a élaboré ses propres critères de marché. J'ai une collectivité de 200 agents qui n'a rien décidé. Donc, du coup, ils sont limités à 15 000 € pour les marchés. Donc, voilà. Et nous, centre de gestion, on a un protocole qui dit qu'on doit mettre en concurrence à partir du premier euro. Vous voyez, un BIC, il faut qu'on fasse 3 devis pour un BIC chez nous. Après, dans le cadre des marchés publics, vous avez des seuils à partir voilà. d'un certain montant, ou en deçà d'un certain montant, vous pouvez passer une transaction directement avec un prestataire, sous réserve de présenter 3 devis. Et après, nous, on n'écrit pas de cahier des charges. Voilà. Mais après, c'est peut-être, on soulève peut-être un loup, mais jusqu'à présent, on n'a eu aucune difficulté, puisque de toute façon, le matériel qui est choisi, c'est le matériel qui est essayé. Ça, parce qu'un matériel non essayé... Vous avez la chance de pouvoir acheter du matériel que vous avez essayé, que vous validez. Nous, c'est du matériel qu'on nous dit, voilà, c'est catalogue et vous prenez ça. Ça, c'est pas possible. Alors, on a ici... Pour les conditionnements du personnel handicapé pour un poste de travail aménagé. Là, on va sur un Ben, c'est ça. bien particulier. Et quand on parle, par exemple, quand vous parlez de plusieurs Ah oui. qui sont essayés, moi, Alors, moi, je vois, c'est qu'en fait, du coup, on a quand même quelques avantages à être un tout petit département. C'est qu'on n'a pas pléthore de fournisseurs. Voilà. Donc, du coup, on a un fournisseur qui a gagné le marché, par exemple, du Grand Angoulême. Valérie, le Grand Angoulême, c'est quoi? C'est 80 collectivités? Combien il y a oui, bon, d'accord, 38. Ce qui fait que déjà, ces 38-là, et ça tombe bien, et elle travaille déjà avec le fournisseur, le bon fournisseur, je dirais. Voilà. quand j'entendais tout à l'heure, comment ils font pour avoir du matériel choisi en fonction, là, comme ça, j'étais assez surprise. Et alors après j'aurais tendance quand même à vous dire que tous les fournisseurs font du matériel ergonomique. La seule chose, c'est que comme on est toujours au moins 10 ans, eh ben, ils proposent toujours le balai coco. Voilà. Mais ils viennent me voir, ils me disent, vous savez, je ne vends pas que du balai coco, hein. Je vends aussi des franges hydrostatiques, des choses spéciales. Oui, mais si on rapporte ce coût, si on ramène ce coût à l'arrêt de travail, à la maladie professionnelle et à toutes nos retraites anticipées pour invalidité,
Eh ben, je pense que ça revient à pas grand-chose.